Donc, je voulais bien monter sur scène. Louis, Vincent, Emmanuel, Pierre, Mehdi. Ouais, attention à votre pied, monsieur. Monsieur, attention à votre pied. Ok. Donc bonjour messieurs, dames, merci d'avoir répondu présent pour ce beau colloque. Alors, tout d'abord, je vais vous demander s'il vous plaît d'avoir la gentillesse d'éteindre vos téléphones, qui ne sonnent pas, merci beaucoup. Tout d'abord, voilà, merci d'avoir répondu présent, comme souvent, quand on fait un colloque ou des interventions, vous répondez présent. Merci à nos invités, intervenants, qui ont aussi répondu présent. Donc quand on leur a proposé d'intervenir sur ce sujet-là. Donc je tiens à préciser qu'ils viennent bénévolement. Et d'ailleurs, on a été aidés. Merci beaucoup financièrement qu'on puisse faire ce colloque. Merci à eux. Je voudrais aussi remercier mes collègues et amis, membres actifs de l'association, sans qui tout ça ne peut pas exister. C'est énormément de travail, c'est beaucoup d'engagement. Depuis 3 ans que l'Enfance Sourire existe, ils ont toujours été présents. Donc merci, j'aimerais qu'on les applaudisse. Merci beaucoup. C'est normal, les collectifs de Bordeaux, les alentours solidaires de la première heure, donc avec Enfance et Sourire 33, qui sont là aussi. Merci beaucoup pour votre aide, votre soutien. Alors pour ceux qui nous, je pense que tout le monde nous connaît, mais pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc Enfance et Sourire 33, c'est d'abord un collectif qui est né en 2020, composé de parents inquiets face aux protocoles et mesures sanitaires imposés dans les établissements scolaires sur leurs enfants. En 2020, on a décidé de se constituer en association afin d'avoir un impact plus important auprès des institutions et représentants de l'État. Bon, force est de constater que l'impact était minimum, mais bon, on a essayé. D'ailleurs, à ce propos-là, d'où la nécessité vraiment de repenser nos outils politiques qui garantiraient notre pouvoir de décision. Ça, c'est aussi très important à garder en tête. L'association nous a permis aussi, et ça c'est hyper important, de présenter des listes de parents d'élèves dans les établissements scolaires. Donc aujourd'hui, nous avons des représentants parents d'élèves d'Enfance et Sourire 33 dans une dizaine d'établissements. Ça n'a pas été facile. Parce qu'évidemment, complotistes, voilà. Mais aujourd'hui, quand même, Enfance et Sourire est bien reconnu dans les établissements scolaires. On n'est pas seulement là pour dire attention, la loi, c'est ça, il y a des abus sur le protocole. Et non, on est aussi là comme force de proposition. Et ça, c'est très très important, parce que du coup, on participe à l'organisation de kermesse, on participe, mais on est vraiment au cœur des enjeux importants concernant nos enfants. On ne pouvait pas intervenir à l'extérieur, donc on intervient de l'intérieur. Bravo, bravo. Merci à nos représentants parents d'élèves, vraiment parce qu'ils sont courageux, très très courageux. Donc l'objectif du colloque, donc ce thème, donc nous on souhaitait apporter un éclairage, informer et réfléchir ensemble aux enjeux qu'implique cette voie vers le transhumanisme et l'intelligence artificielle dans le grandir de nos enfants et leur avenir. Alors, s'il y a un message que nous souhaitons faire passer, c'est que nous sommes tous concernés, dissidents ou pas. L'heure est à la réunion, à défaut de pouvoir faire union. Qu'importe les bords politiques, les religions, les divergences d'opinion, vaccinés, non vaccinés, l'avenir de nos enfants doit nous obliger à sortir de l'entre-soi dans lequel cette crise politico-sanitaire nous a obligés. Nous devons refaire société et ouvrir la voie
et la voix VOX à ce qui fait l'essence même de notre être, notre humanité. Je vous souhaite petite vidéo. Quelle clairvoyance. On est très heureux de vous recevoir aujourd'hui. Comme l'a dit Maïté, je suis Charlotte Laskowski. Je serais ravie aujourd'hui d'animer ce débat. Le sujet, comme vous l'avez entendu, c'est la rupture anthropologique. Tout d'abord, qui suis-je pour me permettre de m'exprimer aujourd'hui? Je suis pédagogue, en tout cas j'essaye. Je suis professeur de philosophie. J'ai une expérience où je suis intervenue dans les écoles primaires pour la démocratisation du débat philosophique et la pratique de l'attention. Je fais cette même pratique en collège. J'ai été professeur également de lettres en collège. En lycée, évidemment, professeur de philosophie, humanité, littérature et philosophie, et j'ai enseigné à l'université jusqu'à Bac+4, dans 3 départements différents. J'ai une vision assez spectrale de ce que c'est que l'éducation, de ce que c'est que l'instruction, la connaissance. Et surtout, ce qui nous unit aujourd'hui, tous, c'est la question de la condition de nos enfants. Comment leur apporter ce qui leur est nécessaire pour qu'ils s'éveillent, pour qu'ils se développent, pour qu'ils s'épanouissent. Est-ce que, finalement, ce n'est pas notre rôle, à chacun, à chacune, puisque ce sont nos enfants, d'œuvrer à leur devenir, à leur meilleur épanouissement possible? C'est ce que je ressens dans mon cœur, en tout cas. C'est ce pourquoi je suis ici et née sur cette planète. C'est pour donner un maximum d'amour, de la connaissance à nos enfants. Leur donner envie de se connaître soi-même. Connais-toi toi-même et tu connaîtras le monde et les dieux. La partie transcendante de l'être, l'âme. Ces êtres animés que nous sommes, car nous avons tous été des enfants. Et au cœur de chacun d'entre nous sommeille encore cet enfant intérieur. Est-ce qu'il est épanoui? Va-t-il continuer à s'épanouir? Et aujourd'hui, on est là pour essayer de voir comment on est susceptible de procéder à cet épanouissement commun, collectif, peut-être même universel. Alors, un petit mot avant de présenter chacun de nos intervenants que vous connaissez déjà, certainement. La rupture anthropologique. Comment nous est venu ce thème? En levant les yeux au ciel. Nous sommes au printemps. Regardons dans le ciel, il n'y a plus d'hirondelles. L'hirondelle ne fait plus le printemps. Cette petite anecdote signifie beaucoup. Elle symbolise cette humanité qui est hors sol. L'humain est en phase de couper littéralement avec la nature, avec sa nature humaine. Or, c'est quoi être humain? Qu'est-ce qu'être humain? Ça, c'est un de mes sujets de philosophie préférés que je pose à mes terminales. Qu'est-ce qu'être humain? Vous avez 4 heures. Être
humus. Humanité vient de humus. Humus, la terre. J'hume la terre. Je sens la terre. La terre qui est là sous mes pieds. Oikia, la terre, mère, notre maison, notre planète. Oikia en grec, ça a donné écho, économie, écologie, écho. Qu'est-ce qu'on en fait, cette oikia? Comment est-ce qu'on peut être relié à la nature si on n'est pas relié à sa nature? Comment on peut être sensibilisé à la planète si on n'est pas en lien avec sa planète? C'est ça que nous allons interroger aujourd'hui. Vous voyez? Être humain. Pour la petite histoire, vous le savez certainement, l'homme c'est Adama, la terre glaise. Hein? Et dans cette terre glaise, on y a insufflé l'âme, anima, le souffle, le pneuma divin. En nous, souffle le divin. Nous sommes divins en étant humains. Chacun d'entre nous, nous sommes uniques. 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 Et à cela s'oppose radicalement, n'est-ce pas, le matérialisme, la matière, l'objet, cette bouteille que l'on peut produire en masse, ce gobelet à côté. Ce sont des objets. Ils sont là, posés là, devant moi. Moi qui suis le sujet unique, divin, irremplaçable et non clonable. Ainsi, je ne suis pas matière. Je ne suis pas objet. Je ne suis pas matière en tant que pure matérialité. Je ne suis pas objet en tant qu'être inanimé. Je ne suis pas non plus un animal. Je suis animé, mais à l'animal, l'être humain a ce supplément d'âme dont nous allons parler aujourd'hui. L'animal, malheureusement, nous en avons fait des cobayes. Est-ce que nous sommes des cobayes? C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui. Voyez? À l'heure où le monde se transforme en laboratoire, je pense que c'est une bonne chose que d'être ici ensemble pour faire résonner ce supplément d'âme, nos âmes, ensemble. Redonner du sens à ce qui se désubstantialise, ou ce que l'on veut désubstantialiser. Mehdi est là, Mehdi Belkacem, qui, vous avez peut-être lu Cholaricocovirus, excellent livre que je vous recommande. Eh bien, figurez-vous qu'il vient de sortir un ouvrage complètement dans le thème de cette journée, le mythe du transhumanisme. Notre philosophe du jour. Je peux monter la prise. Louis Fouché, douce résistant dans l'âme, médecin réanimateur, âme toujours là. Il a également écrit Agonie et renouveau du système de santé. Et vous allez pouvoir vous délecter très très rapidement de son nouvel ouvrage, Traverser la peur, l'Odyssée du réel. À ma gauche, Philippe Bobola. Philippe Bobola, anthropologue, psychanalyste, sociologue, philosophe, penseur,
Voilà, c'est exactement ce qu'il fallait dire. Tout à fait, alerte rouge. Pierre Chaillot, que vous connaissez également. Un best-seller à lui seul. Et voilà, Vincent Pavant. De Liberté qui a soutenu cet événement, donc un grand merci. Et Vincent Pavant a fait cet énorme travail que vous avez vu hier et avant-hier, le Conseil scientifique indépendant à Saintes, non loin d'ici. On peut être très très fiers d'être en Aquitaine. Alors, Vincent a édité le débat interdit que vous avez certainement eu l'occasion de consulter avec Ariane Billerand, un excellent livre que je vous recommande, vraiment. Est-ce que le débat est interdit aujourd'hui? Grande question. Son ouvrage qui vient de sortir, Tout foutre en l'air, une régalade. Allez-y, c'est énorme. Et un ouvrage également qui va bientôt sortir, Le totalitarisme en marche. En tout cas, on soutient cette sortie d'ouvrage. Et on termine par Emmanuel Darbe. Consacré à la question de la condition de l'enfant et qui vraiment sera notre pôle aujourd'hui sur cette condition de l'enfant et qui, ici, n'a pas pris énormément d'ouvrages aujourd'hui, malheureusement, mais si vous ne pouvez pas avoir de dédicace, je vous invite à acquérir cet ouvrage extraordinaire, Ne touchez pas à nos enfants. Vraiment. Eh bien, nous allons y aller. La parole va être très libre aujourd'hui et chacun va essayer effectivement de rebondir. Nous n'avons pas millimétré, mais nous allons essayer d'être équitables les uns avec les autres. L'idée effectivement est de s'écouter, de s'accueillir. Nous aurons une pause en milieu d'après-midi et normalement la soirée se termine vers les 19h si c'est ok pour vous. Voilà. Qui prend la parole? Honneur à Emma. Vas-y. D'abord, merci beaucoup à Enfance et Sourire d'avoir organisé cet événement. Nous sommes très honorés d'être parmi vous. Et merci à tous donc d'avoir répondu présent à votre invitation. Merci à vous. Merci. Donc je pense que je vais commencer sur le thème suite à la vidéo en parlant peut-être de l'intelligence artificielle puisque c'est un domaine qui fait couler beaucoup d'encre. On le voit encore plus aujourd'hui avec notamment la sortie de, je ne sais pas si vous connaissez ChatGPT-4, c'est un robot conversationnel issu en fait d'un modèle d'apprentissage profond, un modèle de langage qui vous dit un peu tout et n'importe quoi finalement. Alors pourquoi je parle de ça? Parce qu'on a tendance beaucoup à sacraliser l'intelligence artificielle. Le projet dont parle le fondateur Google, le projet Google Brain, vise en fait à créer ce qu'on appelle des réseaux de neurones. Et ces réseaux de neurones sont plus ou moins calqués sur le fonctionnement cognitif des êtres humains. N'empêche que quand on creuse, quand on regarde de près, on voit que finalement c'est juste une modélisation mathématique, comme il en existe d'autres, avec des outils mathématiques connus depuis plus de 200 ans, et qu'on n'a pas quelque part inventé quoi que ce soit. On a juste mis en forme.
Et cette sacralisation, quand on interroge les ingénieurs de Google Brain, ils voient presque une dimension de sacré, de divin. Pour eux, ils sont en train d'inventer de nouveaux dieux. C'est vraiment le terme exact que certains ingénieurs ont utilisé durant leurs travaux. Alors pourquoi je parle de ça? Parce que derrière cette sacralisation, il y a inexorablement une désacralisation de l'enfant. Et cette désacralisation, on le voit notamment dans le rapport de l'UNESCO qui a été publié en 2020, qui a fait suite en fait au consensus de Beijing. Beijing, ça rassemble, c'est tous les ans une conférence qui est donnée la plupart du temps donc, à Beijing, à côté de Pékin. Et en 2019, en mai 2019, ils ont acté qu'il fallait mettre de l'intelligence artificielle dans l'éducation, au prétexte du développement durable. On ne voit pas très bien le lien finalement entre les deux. Peut-être qu'eux seuls le voient. Et derrière, derrière tout ce consensus, tous ces écrits ressortent deux choses. D'abord, la priorité de déshumaniser quelque part l'enfant et apprendre l'enfant finalement qui n'est qu'un être, un être parmi tant d'autres et que ses facultés peuvent être remplacées et qu'il est remplaçable par des machines. Alors on est bien sûr pile poil dans le thème du transhumanisme avec une échéance quand même, et ça je pense qu'il faut en prendre conscience, une échéance à 2030 en inondant les écoles dans le milieu occidental, en Europe, en Chine, ailleurs, avec des systèmes dits intelligents pour faciliter soi-disant les apprentissages, soi-disant les évaluations. Alors évidemment ça pose beaucoup de questions, ça pose des questions sur la philosophie, ça pose des questions au niveau des techniques, ça pose une question au niveau du progrès. Qu'est-ce que le progrès finalement? Comment faire émerger un progrès durablement, enfin en tout cas en valeur, en lien avec l'humanité, dans sa complexité la plus large qui soit. Et donc, voilà, je mets la balle au centre à mes collègues. Alors du coup, je vais enchaîner sur la rupture anthropologique et je vais profiter que Philippe Beauvois est là, puisqu'il est anthropologue, sociologue et psychanalyste, et pour lui repasser peut-être le micro après à Pierre, peu importe. Dans le transhumanisme, en fait, il y a plusieurs choses qui apparaissent et qui sont de nature à la fois philosophique et psychologique. Et avec Ariane, et bon, grâce à Mehdi qui m'a dit vas-y, en gros, lance-toi en philo, n'aie pas peur, de toute façon, après la vie, il n'y a plus rien. Il n'a pas dit ça. Je vous rassure. Voilà, alors en fait, vous savez qu'on a beaucoup aujourd'hui à l'école, l'éducation sexuelle, qu'on essaie un peu de faire de prosélytisme sur la théorie du genre, on demande aux enfants, vous sentez plutôt homme, plutôt femme, c'est quoi votre truc? Et il y a une loi, il y a un projet de loi au Sénat dont m'a alerté Laurence Muller-Bronn, qui était l'idée qu'à partir de 15 ans, maintenant, on pouvait émanciper les enfants de l'autorité parentale dans le cas d'une transformation de genre. Bon. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui est à l'œuvre et qui, en fait, est lié quelque part au refus de la sexuation, c'est-à-dire qu'en fait, ou au mélange des genres, on peut dire ça comme ça, c'est-à-dire on refuse l'idée qu'il y aurait biologiquement des hommes et des femmes, et donc on va dans une confusion totale et dans une indifférenciation, si vous voulez, du genre, faisant en sorte que ça n'existe plus. Je rappelle que dans le bouquin que j'ai écrit, je rappelle cette anecdote qui fait que Trudeau est un des plus avancés politiquement là-dedans, puisque dès 2016 au Canada, il avait proposé d'avoir un genre neutre, en fait, sur les papiers. Donc voilà. Donc le transhumanisme, en fait, quand vous regardez, avec, ça a été rappelé dans la vidéo, il y a une dimension biologique, on va dire biotechnologique, qui fait évoluer l'homme d'une manière génétique, on va dire, et au fond, je suis convaincu que l'expérience vaccinale est une véritable expérience de trafic un peu des gènes, on balance de l'ARN, on regarde ce qui se passe, jusqu'où ça peut aller, et d'ailleurs on a vu que ça pouvait influer sur
génome en réalité. L'idée que l'homme va sortir génétiquement de ce qu'il est aujourd'hui, on va le transformer. Alors derrière ça, il y a des idées par exemple de conquête de l'espace. C'est-à-dire que l'avenir de l'homme, dans le transhumanisme, je me rappelle que le trans, c'est à la fois sans transcender, il faut transcender l'être humain, et l'être humain est transitoire par rapport à ce qui sera prochainement, donc l'évolutionniste. Donc derrière l'idée de trafiquer ces gènes, il y a bien sûr la conquête de l'espace, l'environnement spatial n'est pas du tout adapté à l'homme tel qu'il est aujourd'hui, donc s'il va y avoir la conquête de l'espace, il va falloir qu'il se transforme. Transformation génétique, donc, mais qui est l'idée que, également, au fond, les êtres vivants sont un peu tous équivalents, et ce qui est important, c'est de pouvoir un peu survivre dans son environnement. Homme ou animal, finalement, la question est exactement la même, il n'y a pas vraiment de différence, et que l'homme devienne plus ou moins un animal, ou qu'il y ait une fusion homme-animal, c'est aussi quelque chose qui est parfaitement accepté par le transhumaniste. Dans le transhumanisme, il n'y a pas, si vous voulez, l'homme n'a pas un statut ontologique particulier, c'est un être vivant comme un autre, et on peut le faire évoluer. S'il faut lui mettre des nageoires ou des branchies pour qu'il reste pas dans l'eau, c'est pas très grave, on peut le faire. Il y a énormément de littérature là-dessus. Spider-Man, c'est un Marvel, mais c'est un homme qui se transforme en araignée, tout d'un coup, donc il a après des propriétés de super-héros. C'est-à-dire qu'en fait, les hommes qui deviennent des animaux, c'était la mouche à l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez du film, donc Spider-Man, etc. Donc, on sent qu'il y a une volonté de fusion animale et donc d'une indistinction des êtres vivants. Et puis, la dernière dimension du transhumanisme, c'est au fond la fusion homme-machine. C'est-à-dire que les implants qu'on va vous mettre dans le cerveau pour augmenter votre intelligence, le fameux exosquelette, vous savez, pour rendre la réforme des retraites, je crois que c'était Braun qui avait dit ouais, mais maintenant, avec les exosquelettes, en fait, même quand on fait de la manutention, on peut bosser vachement plus longtemps. Donc ça, c'est une augmentation technologique. Alors c'est plutôt Batman. Batman, c'est plutôt la technologie que la biologie, mais c'est quelque chose, voilà, où vous êtes augmenté. Donc quand j'étais petit, il y avait un truc qui s'appelait le styrostine, donc qui valait 3 milliards. C'était le bioionique, en fait. Donc il avait plein d'attributs. Il y avait un accident atroce, puis du coup, on lui avait mis des électroniques partout. Il voyait avec des yeux incroyables. Et donc, alors tout ça pour dire que, en fait, ce que j'ai interprété dans ce transhumanisme, c'est on brise ce qu'on appelle en psychanalyse et en psychologie ce qu'on appelle le tabou d'indifférenciation. Le tabou d'indifférenciation. C'est un truc vachement important, le tabou d'indifférenciation, qui dit que, alors c'est très psychanalytique, c'est-à-dire qu'il faut que l'enfant, à un moment donné, apprenne à se différencier de sa mère. Parce qu'au début, il y a comme une fusion, mais il faut qu'il apprenne à se différencier de sa mère pour exister en tant qu'individu et en tant qu'être humain en particulier. Voilà. Et vous apprenez donc que vous n'êtes pas votre propre père, vous n'êtes pas votre mère, il faut que vous existiez pour lui-même. Et quand ce tabou de la différenciation disparaît, du coup, on commence à effacer, c'est ce qu'on fait à l'école, le sexe. Le sexe n'existe pas, alors que dans la différenciation, il faut savoir à quel sexe vous appartenez. Vous êtes un homme, vous êtes une femme, mais bon, c'est une donnée fondamentale, il faut y avoir accès. Et en fait, cette indifférenciation, si vous voulez, homme-femme, qu'on essaie d'imposer politiquement à l'école, etc., elle doit précéder l'indifférenciation homme-animal. C'est-à-dire qu'on va aller vers une indifférenciation homme-animal, ce qui fait d'ailleurs qu'on risque de réintroduire chez l'homme toutes les techniques de contrôle qu'on a introduites chez les animaux. Il va y avoir un retour, comme on va plus ou moins différencier ça. Et je vais juste dire deux choses. On nous fait manger des insectes pour arrêter de nous faire manger de la viande. Parce qu'effectivement, si vous n'êtes plus vraiment distinct des animaux, ça va devenir compliqué de les manger en fait. Donc il y a ce côté-là. Et ce que je rappelle, ce qui m'est apparu finalement sur par exemple la corrida et la chasse, qui sont unis par une antispécisme, alors on pense qu'on en veut, mais ça a une fonction symbolique qui est de mettre une séparation entre l'animal. Vous pouvez tuer l'animal parce que c'est pas un homme en fait. Alors c'est pas dire que c'est désirable, etc., mais au moins ça montre qu'il y a une différenciation. Quand on tue un homme, on tue pas. Quand on tue un animal, pardon, on tue pas un homme. Bon. Donc cette idée de la distinction homme-animal, on va la pousser à la distinction homme-machine, et donc on va être complètement hybridé. Et psychologiquement, justement, ça nous rappelle la tabou de la différenciation, qui est un tabou anthropologique. Et je vais aller là-dessus, donc vous connaissez Lévi-Strauss et tout son discours sur l'inceste, comme le tabou de l'inceste comme fondateur de la civilisation, et sans lequel il n'y a pas de civilisation. Le tabou de l'inceste, bien sûr, c'est aussi quelque chose qui est traité par les psychanalystes, Freud notamment, et il y a eu ce dialogue entre Freud et Lévi-Strauss sur ce tabou de l'inceste qui est fondamental pour la civilisation. Donc, en brisant le tabou de l'inceste, vous risquez de briser la civilisation, et on ne sait pas vers quoi ça va. Mais il y a eu aussi quelqu'un qui s'appelle François Héritier,
qui a été justement l'héritière de Lévi-Strauss au Collège de France sur la chaire d'anthropologie structurale, et qui a parlé justement de ce tabou d'indifférenciation. C'est ce qu'a appelé l'inceste de second type. Alors rapidement, et je ne m'étendrai pas plus, mais en gros l'inceste c'est l'interdiction du mariage en gros et des relations entre co-sanguins, là où le tabou d'indifférenciation c'est ce qu'a appelé Françoise Héritier l'inceste de second type, c'est-à-dire l'interdiction pour un tiers de mettre en contact deux consanguins. Vous ne pouvez pas épouser deux sœurs en même temps, c'est ça l'idée. Et donc ce tabou d'indifférenciation, il a été théorisé également en psychanalyse et en psychiatrie par Paul-Claude Racamier, et en fait il s'est aperçu que derrière ce tabou d'indifférenciation, il y avait toutes les pathologies narcissiques associées en gros à l'individu. Et refuser le tabou d'indifférenciation, refuser l'indifférenciation, ce qu'on nous promet aujourd'hui, avec donc la confusion du genre, avec la confusion homme-animal. Je rappelle, pour la confusion homme-animal, que l'Espagne a dépénalisé la zoophilie récemment. Donc, vous interrogez sur ce que ça veut dire. La différenciation homme-animal, la différenciation homme-machine, qui est le retour de l'esclavage. Donc l'esclave, c'est l'objet animé chez Aristote. Tout ça participe, je pense, effectivement, on est en train de briser un tabou anthropologique très fort qui est celui de la différenciation. C'est ce que nous promet effectivement le transhumanisme. Et ça, c'est tout simplement, définitivement, la fin de l'humanité. Voilà. Donc, je passe le micro. Alors, effectivement, on arrive au summum de cette confusion. Et en fait, il y a un penseur qui est peu connu en France, qui est très connu au Japon, par exemple Jacques Ellul. Il a beaucoup réfléchi sur la notion d'objet technique. Évidemment, dès qu'on parle de la technique, on pense à Heidegger, mais Jacques Ellul a beaucoup réfléchi. Et ça m'a amené à comprendre une chose. Par exemple, on invente le Kleenex, c'est jetable. Alors on va dire, oui, c'est un progrès, puisque le mouchoir, on pouvait se contaminer. Mais si vous prolongez dans le temps, vous avez l'homme jetable. De même, le stylo jetable. Et ce qui s'est introduit en Occident, je vous rappelle, dans l'agenda 2030, il est bien dit qu'on testera les valeurs occidentales jusqu'à leur point de rupture, c'est les points de rupture anthropologiques, eh ben, on a systématiquement diabolisé la frontière. Alors, vous voyez, la frontière, si vous n'avez pas une frontière, en physique on appelle ça l'interface, c'est une surface très très active, mais s'il n'y a pas de membrane dans une cellule, il n'y a pas la vie. Donc, je reprends la formule du général de Gaulle, non pas que je sois gaulliste, mais il avait formalisé très bien la différence entre le patriotisme et le nationalisme. Un patriote aime son pays, un nationaliste déteste les autres pays. Et en fin de compte, on parle de philosophie, mais Georges Soros a détourné les travaux de Karl Popper. Karl Popper, en dehors d'être un philosophe des sciences, a écrit un ouvrage de réflexion de fond sur la politique qui s'appelle « La société ouverte et ses ennemis ». Il arrive à la conclusion que les sociétés dites totalitaires, on les appelle tyranniques, fascistes, comme on veut, sont refermées sur elles-mêmes. Donc il a inversé en disant on va faire une tyrannie par ouverture. Donc on voit bien, si on prend les différentes disciplines, c'est abiologique, anti-humain. En physique, vous avez un principe qu'on appelle le second principe de la thermodynamique qui fait que quand vous avez une source chaude et une source froide, la source chaude va donner généreusement sa température à la source froide et au bout d'un certain temps, les deux sources acquièrent la même température, on est à l'équité thermique. Et les chimistes disent c'est la mort du système, il n'y a plus rien qui se passe. Dans le communisme, le moteur de l'histoire, c'est la lutte des classes. Étant donné qu'on veut supprimer la classe moyenne et qu'on veut qu'il n'y ait qu'une seule classe, il n'y a plus de moteur, on arrête l'histoire. C'est exactement la prolongation du second principe de la thermodynamique appliqué à la société. Autre chose, c'est évident qu'en écologie, ce qui est l'élément le plus important, c'est la biodiversité. La biodiversité dans une forêt, la biodiversité dans la nature. On veut uniformiser. Donc ce qu'on appelle la globalisation, le transhumanisme et la pointe extrême, sa réalisation extrême, c'est l'uniformisation, le copier-coller. Alors que l'unité spirituelle, c'est la somme des compléments de matérialité. Alors on est en plein matérialisme. Si on fait une petite intrusion dans la physique quantique, je vous rappelle qu'un atome est vide à 99, et derrière la virgule, il y en a qui mettent 7, 9 ou 6, 9. Alors on va être
sympathique pour les transhumanistes, on va mettre 6 9 999 299%. Donc quand on se réclame du matérialisme, on se réclame du zéro, et derrière la virgule, il y a 6 0 et 1. Est-ce vraiment raisonnable de mettre ça en place? Alors, effectivement, la frontière ultime qu'il fallait abattre, c'est la frontière qui sépare le masculin du féminin. Je crois qu'actuellement, il y a 50 catégories. Il y a les exogenres, il y a les flaques d'eau, il y a les ours, enfin bon voilà. Et on peut imaginer, on dit que la première chose que fait un système totalitaire, c'est transformer le langage, créer des nouveaux termes. Donc l'identité sexuée, ça devient très compliqué. Vous imaginez, si vous devez remplir, vous allez avoir un questionnaire avec 100 cases possibles à cocher. Il y aura toujours une 101e, puisqu'il y aura toujours quelqu'un qui trouvera. Donc c'est vraiment une attaque des sociétés, des fondements de la société occidentale. Et on voit bien, si on prend par exemple une ethnie comme les Chouars, ils envisagent un continuum. D'ailleurs, Philippe Descola, qui est professeur au Collège de France honoraire, a beaucoup travaillé sur cette espèce de continuum qu'il y a entre le monde humain, le monde des animaux et le monde des végétaux. Nous, on est dans le discontinuum. Et ce qu'ils veulent ce que le transhumanisme veut amener, c'est ce qu'on appelle une évolution, une rétro-évolution. Si on regarde l'évolution telle que nous la décrivent les évolutionnistes, il y a des êtres unicellulaires, et puis après arrivent les êtres pluricellulaires, et après arrivent les espèces. On veut avoir un archétype humain, sans genre, effectivement, qui peut fusionner avec la machine. C'est pour ça, effectivement, qu'on nous amène à cette espèce de fusion-confusion. Et c'est une explosion totale des fondements anthropologiques, pas simplement de la société occidentale, mais de toute société. S'il y a un tabou de la cesse qui est universel, il y a toujours eu des polarités masculines et féminines qui font que la société existe. Et ce qui est en train de se passer, c'est qu'il y a toujours eu de l'homosexualité, on ne va pas avoir un discours homophobe, mais on a inversé. C'est-à-dire qu'on veut faire d'une exception la norme. Et c'est là où ça ne va pas, puisque les alors on va dire 97 ou 95% deviennent minoritaires par rapport à un tout petit pourcentage. Et ce mouvement, il a pour but de faire imploser les repères, les fondements anthropologiques. Merci, alors moi j'aimerais bien être dans le public à votre place parce qu'il y a tellement d'intelligence réunie que je pourrais écouter tranquillement et ne rien dire. Et j'entends qu'on essaye de bâtir finalement une sorte les frontières de ce concept, de cette idée du transhumanisme, de cette idéologie, et qu'on parle de matériel. Au fond, on essaie d'en mettre les frontières peut-être pour l'enquister, peut-être pour en faire un monstre. Comme après la Deuxième Guerre mondiale, on a fait un monstre de la bombe nucléaire, de l'énergie nucléaire, parce que c'était ce qui pouvait nous détruire, et qu'aujourd'hui le monstre qui peut nous détruire anthropologiquement, ontologiquement, c'est peut-être cette question du transhumanisme. Et en même temps, j'entends dans ce que dit Philippe l'idée qu'il y a des continuums, les frontières ne sont pas si simples, peut-être pas dans des phénomènes de rupture, mais plutôt des continuités idéologiques avec des effets de seuil, des passages de seuil. Et qu'au fond, bon, le transhumanisme d'aujourd'hui, ça ressemble un peu au rêve prométhéen d'il y a très longtemps, quoi. Être Dieu à la place de Dieu, être le démiurge à la place du démiurge, fabriquer le monde à la place du monde. Le métaverse, c'est jamais que ça. Une reprojection fantasmée de ce que devrait être le monde plutôt que ce qu'il est. Et au fond, peut-être j'aimerais introduire quelque chose, cette idée que, évidemment, il y a ce rêve de retour matriciel, ce fantasme de revenir dans le ventre de maman, de l'individuation, de ne pas prendre le risque de l'incarnation et de la vie, de ne pas se frotter au réel, de ne pas se frotter à l'autre, mais d'être... Vous me dites si je crie, hein, parce que ça va, vous entendez bien, je vais pas se frotter à l'autre, parce que ça fait mal, parce que la rencontre est violente, et au fond, le transhumanisme pour moi correspond à ça, à cette idée de recréer une matrice protectrice, parce que le monde est trop dangereux, parce que le monde est devenu une poubelle de béton, de plastique et d'octets. Et donc j'irai me réfugier dans ce monde où tout va bien.
Et si je reviens à la question de l'enfance, je vois beaucoup d'enfants verdâtres qui ne voient pas beaucoup la lumière du jour, contrôlant de très gros déficits en vitamine D, passent leur vie devant une lumière bleue d'écran, des heures et des heures, et les statistiques sont proprement effarantes du temps passé devant les écrans, et qui ne font qu'habiter un monde fantasmé, dans lequel ils sont nuages, flaques d'eau, renards musqués, ou licornes arc-en-ciel, et où enfin tout va bien. Sauf que dans ce monde où tout va bien, en fait, rien ne va. J'ai raconté plusieurs fois cet article qui est sorti il y a quelques mois, disant que dans le métaverse avait eu lieu la première plainte pour un viol en réunion où des avatars ont violé un autre avatar ensemble en se filmant avec leur téléphone numérique virtuel du monde numérique et vendant la bande vidéo virtuelle du téléphone virtuel, du viol virtuel en... C'est ça le monde merveilleux du métaverse? C'est là où il y a le plus de transgression, où la violence, en fait, est incontrôlée, indisciplinée. Ah. J'arrive à l'idée que je veux vous avancer. C'est qu'au cœur même de cette matrice, au cœur même de la caverne, l'irruption du sauvage est absolument inéluctable. Dans le monde domestiqué, le sauvage vient faire irruption et tout casser. Qu'est-ce que je veux dire par là? Nos écologistes ont réintroduit des loups dans les montagnes. Il s'est posé d'emblée un problème. Les loups ont commencé à manger les moutons. Et plus le cheptel était artificialisé, industrialisé, plus le berger lui-même était un prestataire de service, un vacataire qui connaît ni ses moutons, ni son patou, ni quoi que ce soit, plus au fond le conflit était d'autant plus violent avec le loup. Et vous avez ces deux tendances dans notre société, d'une irruption du sauvage et de l'autre côté de la domestication, de l'idée de recréer le monde à la place du monde, de faire quelque chose de contrôlé. Toutes les bêtes sont marquées, elles sont maintenant pulsées, elles reçoivent des vaccinations ARN, il faut que le génome lui-même soit contrôlé pour avoir toujours la même espèce, etc. Pour avoir toujours le même résultat. Et de l'autre côté, vous avez les loups. Imaginez simplement aujourd'hui un transhumain moderne, flaque d'eau, xénogenre, qui entre deux cours de poterie inclusive fait des crises d'éco-anxiété chaque fois qu'il va dehors, et versus une brute russe. Je vous laisse imaginer le résultat. Le transhumanisme est perdu d'avance. Bon, il s'est déjà dit beaucoup de choses, je ne sais pas du tout quelle son de crin-crin je peux apporter à ce joli concert. Effectivement, je sors en ce moment un livre qui s'appelle Le mythe transhumaniste, et pas le mythe du transhumanisme. C'est en référence à un livre de Jean-Luc Nancy et la Collabarde, deux philosophes qui comptent beaucoup pour moi, qui s'appelait Le mythe nazi. C'est-à-dire qu'il s'agit de comprendre que le transhumanisme est d'abord une mythologie. J'ai essayé de manière aussi rigoureuse que possible de cerner l'essence du transhumanisme. Alors, il y a un autre livre que j'avais écrit il y a des années qui s'appelait de manière extrêmement sobre Dieu. Il faut savoir, d'abord je suis très content de rencontrer Philippe Bogola parce que je me régale chaque fois que je regarde ses conférences avec Jean-Dominique, Michel Dumont. Il faisait référence à Ellul, et Ellul en même temps qu'un très grand philosophe de la technologie, au moins aussi grand que Heidegger, Bernard Stiegler par exemple, était un croyant. Et très sympathique, moi si j'avais une révélation, pour l'instant je suis agnostique, il y a des fans aussi d'Ellul aux États-Unis, ils ont fondé une espèce de secte très sympathique qui s'appelle les Jesus Radicals. Et comme moi je suis un c'est des anarchistes chrétiens. Ellul c'était ça, c'est un anarchiste chrétien protestant en plus. Je me sens un peu plus proche de Luther que du catholicisme romain, donc tout ça va ensemble. Et dans ce livre Dieu, c'était l'époque où je prenais connaissance de l'existence de l'idéologie transhumaniste, mais je ne la prenais pas au sérieux. C'est un peu comme la théorie du genre. Je l'ai découverte il y a 20 ans, je me suis dit c'est un tissu de conneries, j'ai pas envie de perdre mon temps à répondre à ça, parce que je ne pensais pas que ça serait influent à ce point-là.
Et tout ça, évidemment, va ensemble. Dans mon travail actuel, je vais aussi faire une réfutation de l'antispécisme, toujours pour les bonnes raisons. C'est-à-dire, c'est un anti-humanisme, et tout ça va ensemble, parce que, hélas, la philosophie depuis Nietzsche a beaucoup entériné une forme d'anti-humanisme. Ça aussi, c'est un sujet qu'on pourrait explorer en long, à large et en travers. Mais je me concentre sur cette intuition que j'ai vue dans ce livre qui s'appelle Dieu, sous-titré La mémoire, la technoscience et le mal. Le mal est mal, pas le genre. Sur effectivement les méfaits de la technologie, entre autres, et sur cette idéologie transhumaniste qui n'osait pas encore dire à l'époque que leur croyance, que leur mythologie, c'est que la technologie et l'intelligence artificielle, ça serait dur. Il y a un autre philosophe très important qu'on peut évoquer qui s'appelle Teilhard de Chardin. Il y a un transhumaniste plus intelligent que les autres, mais aussi dangereux que les autres, qui s'appelle Peter Thiel, fondateur de PayPal. C'est lui qui a lancé Mark Zuckerberg. Et lui, il a lu très bien, il fait partie de ce transhumanisme, lu très bien Teilhard de Chardin. Et Teilhard de Chardin, c'était à la fois un curé et un biologiste. Il connaissait très bien Darwin, etc. Il avait des problèmes avec l'Église, parce qu'il disait, attention, c'est pas du tout incompatible. Moi, ce que je vous démontre dans mon travail, c'est que l'humanité est un tel miracle statistique, la vie est un tel miracle statistique par rapport à la matière qui nous entoure dans tout l'univers, que ça a forcément un sens, une direction, et il appelait ça la noosphère. Qu'est-ce que la noosphère? C'est la collection de toutes les âmes, de toutes les consciences, de tous les savoirs, en une seule totalité qui collecte tout ça. Mais évidemment, pour Teilhard de Chardin, c'était Dieu. C'était le Dieu classique de la révélation, qui est un Dieu très différent de la métaphysique des philosophes. Parce que le Dieu des transhumanistes, c'est malheureusement, et je ne me fais pas l'avocat du diable, je fais de la philo, mais très critique envers toute une tradition philosophique, le Dieu de la métaphysique, c'est pas du tout ça. C'est un Dieu justement mécaniste. Pour Leibniz, par exemple, mais Platon, Descartes, presque tous, c'est plus ou moins pareil, c'est une immense machine, c'est un immense ordinateur. Et le transhumanisme, comme toutes les idéologies, est une vulgarisation philosophique. Le Dieu de la religion, le Dieu de la révélation, le Dieu de Teilhard de Chardin, n'a rien à voir avec le Dieu des transhumanistes, et ça me fait de la peine de le dire. C'est le Dieu un petit peu des philosophes, c'est le Dieu technologique. C'est-à-dire que c'est un Dieu matérialisé. Voilà. Et pour finir, et pas être trop long, mais rendre la parole et voilà, que ça circule, l'erreur du transhumanisme, enfin philosophiquement, parce que justement une idéologie c'est une mauvaise philosophie, et pour moi au début, je ne connais pas au sérieux le transhumanisme, parce que je sais, bon, c'est de la mauvaise philosophie, il n'y aura pas de technologie qui réalisera Dieu, ça c'est de l'ordre justement de la foi, de la croyance, de la théologie, de la religion. Leur grande erreur, c'est de croire que la technologie peut entièrement. Il y a des caricatures de Laurent Alexandre très très drôles sur Internet, vous voyez, où il a été presque complètement remplacé par la machine, le pauvre. On va lui donner ce qu'il désire. C'est de croire que la technologie peut s'autonomiser du vivant. Alors que l'être humain, en son essence, surtout depuis 30 000, 40 000 ans, au sens très large depuis 2 millions d'années, c'est déjà l'animal augmenté par la technologie. Donc il y a une erreur de diagnostic chez les transhumanistes qui est de dire maintenant c'est la technologie qui va s'émanciper de l'homme, alors que l'homme s'est émancipé, même si ça l'a mis d'une certaine manière dans une prison aussi, il s'est émancipé de l'animalité simple par la technologie il y a 30 000, 40 000 ans, avec la chasse, l'agriculture, les vêtements. Montrez-moi des animaux qui s'habillent, parmi les millions et millions d'espèces qui n'ont jamais existé et qui existent encore. Tout ça va ensemble. Ça veut dire que la technologie est un supplément à la vie simplement animale. L'erreur de dire la technologie va complètement s'autonomiser, en plus évidemment du délire qui consiste à remplacer Dieu par
immense quantité technologique. C'est la même erreur qui consisterait à dire la vie peut s'autonomiser de la matière. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire matérialisme, mais la vie, statistiquement, c'est un miracle. Qu'on soit croyant ou qu'on soit athée. C'est ce que les scientifiques appellent l'ajustement fin. C'est-à-dire la science peut absolument tout expliquer, sauf ce qu'ils appellent l'ajustement fin. Ça veut dire qu'il faut des millions et des millions et des millions de facteurs, de coordonnées, de conditions pour que la vie se maintienne sur Terre. Si vous enlevez une seule de ces conditions, on est comme toutes les autres planètes, pleines de cratères, pas de vie. On voit, mais la matière, c'est la condition de ce miracle qu'est la vie, de ce miracle que la science ne peut pas expliquer. La science peut tout expliquer, sauf si vous changez un tout petit peu la longueur d'onde, par exemple, ça y est, on est comme la Lune, avec des cratères, il n'y a rien. Voilà, je passe. Oui. Avec tout ce qu'on a entendu, oui, il y a un mot de Mehdi dont je suis parfaitement d'accord, qui a été la connerie. C'est-à-dire que cette impression finalement de vivre au milieu d'une immense connerie, en permanence, dont on est en train de débattre ici, c'est-à-dire qu'on est tous en train d'essayer de dire des choses intelligentes pour débattre d'une énorme connerie. Et j'avoue que depuis 3 ans, j'hésite en permanence entre la colère et le fou rire. D'ailleurs, je rigole énormément à chaque fois que je vois Laurent Alexandre. Je suis plié en deux. Voilà, donc c'est pas désagréable. Et donc moi, je vais être représentant de la science qui sert beaucoup d'excuses à la connerie, de tout temps. Voilà, ceux qui sont sensibles à ce qui s'est passé à l'époque nazie ou même avant savent que les statistiques ont permis d'imposer ce qu'on appelle la norme, et de se débarrasser de ceux qui n'étaient pas dans la norme. Donc les statistiques, c'est intéressant à regarder, puisque ça fait même exister des choses qui n'existent pas. Bien, on a parlé, par exemple, ici, des cases qui ont été rajoutées pour la différenciation sexuée, des 100 cases maintenant. Quand j'étais jeune et que j'ai commencé à voir ces débats sur la fin de la différenciation sexuée, en tant que statisticien, je me suis dit, tiens, dans les documents administratifs, on va virer les cases. C'est-à-dire qu'on va enlever la demande femmes-hommes. Et j'étais très surpris de voir qu'il n'y a personne qui a envie d'enlever les cases, et qu'au contraire, en fait, on en rajoute, et qu'on est rendu aujourd'hui à 100 cases. Donc il se passe exactement l'inverse de même de ce qui est promu, parce que les gens ont quand même besoin de repères. Même s'ils réclament de ne pas en avoir, ça ne marche pas. Là où moi j'ai écrit un livre qui parle de la connerie qu'on a vécue pendant 3 ans, sur la base de statistiques, et j'aimerais juste revenir sur quelque chose qui me paraît fondamental. C'est qu'avec les informations qu'on nous donne, avec l'utilisation des statistiques et de la pseudoscience, on perd quelque chose qui est incroyable, qui est le rapport au réel. C'est-à-dire qu'on réussit, sur la base d'informations et d'utilisation de statistiques bien choisies, de faire perdre complètement pied avec le réel. Quand il y a des gens qui me disent « heureusement qu'on est sorti de la pandémie maintenant », je leur dis « oui, moi j'en avais marre de balayer les cadavres de mon appart tous les matins. C'était pénible. » Il y a même avec des soignants qui, une écrasante majorité d'entre eux n'ont jamais vu de saturation avec des hôpitaux vides, mais qui sont quand même convaincus aujourd'hui qu'il s'est passé quelque chose de grave, alors qu'ils avaient des lits vides partout autour d'eux. Ça c'est intéressant. Ou même des médecins, quand on regarde les chiffres et qu'on se rend compte qu'il n'y a jamais eu la moindre épidémie de Covid-19 en France, au sens de nombre de malades vus par des médecins, ça n'a pas existé, mais qui en sont convaincus quand même. C'est-à-dire que l'ensemble des informations qu'on réussit à passer dans une population passe au-dessus de leur rapport au réel. Il n'y a personne qui a jamais vu de cadavre dans les rues, mais tout le monde en est persuadé quand même. Et il y a quelque chose qui est extrêmement intéressant, je parle pas mal de temps dans le livre, qui a été l'introduction du fameux test. Et ça, c'est quelque chose d'hyper intéressant philosophiquement, même statistiquement. C'est-à-dire que ça a été un moment de bascule très intéressant où on a totalement quitté le rapport au réel, où auparavant on avait des malades, donc des gens qui avaient des symptômes, et à partir d'une certaine date, même les maladies on s'en foutait, ce qui comptait c'était les tests positifs.
Et donc on est arrivé à une situation fabuleuse où on avait des gens qui étaient positifs, donc c'est-à-dire qu'ils étaient soupçonnés atteints d'une maladie mortelle sans symptômes. C'est-à-dire qu'on les appelait des asymptomatiques. C'est-à-dire qu'on avait des gens qui étaient considérés atteints d'une non-maladie. Mais d'une non-maladie très grave et mortelle qu'ils pouvaient d'ailleurs transmettre. Donc ils transmettaient leurs non-symptômes un peu partout autour d'eux. C'est pas fini parce que ces gens-là, au bout de 15 jours, ils étaient considérés guéris de leur non-maladie. Donc ça allait beaucoup mieux. Et même ils étaient considérés comme comment est-ce qu'on dit déjà, immunisés contre la non-maladie. Donc c'est une non-maladie qui ne pouvait plus attraper ensuite. Donc ça c'est très bien. Mais... je vais aller jusqu'au bout du raisonnement, je vais vous prendre quelques minutes, si vous le permettez. Dans le fait de la disparition du réel, il y a eu quelque chose d'exceptionnel, qui est qu'on a mis en place un ensemble... Pardon. J'ai failli renverser la gamelle du chien, ça c'est du réel. Oui, c'est l'humilité asymptomatique. Mais, dans le même ordre d'idée, en ce moment, on est en sécheresse asymptomatique partout en France. Rigolez pas, moi j'ai un excellent ami cadre supérieur, tout ça, qui me parle de la sécheresse chez nous. En fait, ça fait 3 mois qu'il nous tombe des seaux d'eau sur la gueule. D'ailleurs, il prend son vélo tous les jours, il est trempé tous les jours. Mais on est quand même en sécheresse grave. Et moi j'ai perdu 3 arbres dans le jardin, parce que le sol était trempé, il y a eu des coups de vent, 3 arbres sont tombés. Donc c'est juste que si j'accepte la réalité, en fait, le sol était trempé, quoi, c'est tout. Donc il me dit non, c'est la sécheresse, c'est très grave. Mais même, il dit tout de bon, c'est très grave, mais du coup, même quand on va sur Internet, les nappes phréatiques débordent. C'est une sécheresse très asymptomatique. Bon. Il y a beaucoup de gens qui viennent à mes conférences, et j'ai beaucoup de gens vaccinés qui viennent à mes conférences, il n'y a pas de problème avec ça. Il y a quelque chose que souvent les vaccinés ne savent pas, ceux qui sont fait vacciner contre le Covid-19, c'est que ni Pfizer ni Moderna n'ont jamais promis d'avoir livré un produit qui protège contre aucune maladie. Et ça, les gens ne savent pas. Les produits Pfizer et Moderna n'ont jamais promis aux gens de protéger contre le moindre symptôme. Ils ont promis de protéger contre les tests positifs. Et dans les études de Pfizer et Moderna, si on regarde l'étude en détail, on se rend compte qu'ils montrent significativement, surtout Pfizer, Christine Coton a fait un travail formidable là-dessus, que vous prenez le médicament Pfizer et du coup, juste après, vous êtes malade de manière significative. Et vous êtes malade avec quoi? Bien des symptômes qui sont comme de la frisson, de la fièvre, des maux de tête, etc., maux de ventre, diarrhée, qui sont tous les symptômes qu'on appelle Covid-19. Donc on a fait un médicament dont on est sûr seulement d'une chose, c'est qu'il rend malade. C'est écrit dedans. Et ensuite, dans Pfizer, ils prétendent que ça protège contre les tests positifs, mais sans jamais garantir qu'on a testé le même nombre de fois les 2 groupes. C'est-à-dire que vous lisez Pfizer, vous comprenez que c'est très simple d'avoir un vaccin qui marche, il suffit de ne pas tester les vaccinés. Vous ne testez pas les vaccinés et vous testez que les non-vaccinés, vous trouvez des tests positifs que chez les non-vaccinés. C'est tout. Et il y a tout un tas de pays, quasiment tous, qui ont eu des contrats avec Pfizer notamment, et qui ont mis en place un système dans la société qui permet de ne tester que les non-vaccinés. Vous savez comment s'appelle ce système? Ça s'appelle le pass sanitaire. Vous mettez en place un pass sanitaire et vous simulez de manière totalement artificielle une efficacité vaccinale. J'ai montré par des calculs assez simples que si vous remplacez le test Covid-19 par un lancer de dés, ou si je jette le dé, je fais un 1, c'est que j'ai le Covid,
et que vous remplacez le vaccin Pfizer par une patte de lapin que vous portez au cou, qui vous permet de ne pas lancer le dé quand vous rentrez au resto, ben vous avez exactement les mêmes courbes, tout le temps. Je montre dans le livre que le test n'a aucun rapport avec aucune maladie connue. Hein. Il suffit de regarder les chiffres qui sont là, et que le vaccin n'a rien prouvé, sinon qu'il est extrêmement efficace pour ne pas se faire tester. Et donc c'est positif. Et tout ça, ça s'illustre par un graphique. C'est un graphique que j'aime beaucoup, puisqu'il a été créé et diffusé par Guillaume Rosier. Guillaume Rosier, vous savez, c'est le jeune ingénieur français qui a eu la Légion d'honneur par Emmanuel Macron. Donc vous tapez Vaccin Pact sur votre téléphone, vous tombez sur Covid Tracker, vous avez ce graphique-là. Et ce graphique, en un seul graphique, il détruit totalement l'escroquerie du test et du vaccin en un seul graphique. Et moi, je pense que ça mérite la Légion d'honneur, très clairement. Je vais prendre quelques minutes pour vous l'expliquer. Il s'est passé quelque chose de fabuleux en France, c'est que donc, ce graphique représente l'efficacité vaccinale, c'est-à-dire le taux de positivité selon le statut vaccinal en France. Depuis juillet 2021, quand on a mis en place le pass sanitaire. Donc en orange, ce sont les non-vaccinés qui sont positifs, en bleu foncé, ce sont les vaccinés 2 doses, et en noir, ce sont les 3 doses. Ici, pour ça c'est une scorie. Bon voilà, qu'est-ce qui se passe? On a ici, à partir du 12 juillet, la mise en place du pass sanitaire. C'est-à-dire qu'on va forcer tous les Français à se tester, tous ceux qui ne sont pas vaccinés, hein, chaque fois qu'ils veulent aller au resto, tout ça. Donc on est pendant les vacances. Juste 2 secondes, vous savez, pour dire ce que c'est qu'un test, chacun connaît le test de grossesse. Donc quand une femme veut savoir si elle est enceinte, elle fait pipi sur un test de grossesse, et ça dit si c'est positif ou pas. Le test de grossesse, fiable 99,99%, c'est un des plus fiables. On est d'accord? Mais c'est pas 100%. C'est-à-dire que vous prenez tous les petits garçons français, vous leur faites faire pipi sur un test de grossesse, il risque bien d'y avoir des tests positifs à l'intérieur. La question c'est, est-ce qu'on leur fait démarrer un suivi de grossesse? Et on prend rendez-vous 9 mois après pour les mettre en salle d'accouchement, en attendant que ça sorte. Bon, inversement, hein, vous avez une femme enceinte jusqu'aux yeux qui fait pipi, le test négatif, vous dites, bah rentre chez toi, dégage. Donc la réalité, c'est pas le test, c'est vraiment le fait d'être enceinte, d'accord? Mais avec le Covid, c'est ce qu'on a fait, hein. Le petit garçon de 5 ans, voilà, asymptomatique, oui. Le petit garçon de 5 ans avec un test positif, c'est une grossesse asymptomatique, hein. C'est ça comme ça fait. Donc là, on a des malades asymptomatiques en plein mois de juillet, puisqu'on met en place le pass sanitaire et tout le monde en a besoin pour aller au resto, tout ça. Donc en plein mois de juillet, vous connaissez les fameuses épidémies de rhume du plein mois de juillet où les gens sont à ramasser? Non, personne ne connaît, il ne se passe rien. Vous avez des scènes fabuleuses au boulot avec les gens qui appellent les collègues en disant bah là les gars, je suis désolé, je ne peux plus venir, j'ai le Covid. Ah merde, et ça va? Ah bah non, là ça va pas du tout, j'ai le plus vicieux des Covid, le Covid asymptomatique. Ah oui, bah merde, c'est-à-dire que maintenant que t'en parles, bah, moi non plus, j'ai pas de symptômes. Ah bah merde, ça se trouve, je te l'ai refilé, il va vite te faire tester. Et donc voilà, on est au 12 juillet, passe sanitaire. Qu'est-ce qui se passe au passe sanitaire? Eh bien, bah, tous les gens non vaccinés doivent aller se faire tester. Ce qui fait que la courbe orange des non vaccinés démarre en flèche, monte en haut, et les non vaccinés sont beaucoup plus souvent positifs, parce qu'ils sont testés et pas les autres. Le vaccin, ça protège du test, c'est tout. L'épidémie d'asymptomatique, elle s'arrête à une date extrêmement précise. Est-ce que vous pouvez deviner? On est en vacances. Elle s'arrête au 15 août, parce qu'au 15 août, les malades asymptomatiques rentrent de vacances. Et donc ils arrêtent de se faire tester. Donc on a une épidémie gentille qui respecte le calendrier scolaire et le calendrier des vacances. Donc on est positif pendant les vacances, puis au 15 août ça s'arrête, ça redescend. Donc le vaccin il reste efficace quand même, hein, puisque les gens non vaccinés sont obligés de se tester. Et alors la courbe est très basse parce que les gens ne vont pas au resto ni au camping quand ils bossent, c'est tout. Et ça remonte après les vacances de novembre. Donc on dit c'est un nouveau variant, c'est pas un nouveau variant, c'est parce qu'on est en train de mettre une règle qui dit que tous les collégiens doivent se tester tous les jours. C'est ça qu'on voit, les collégiens ne sont pas vaccinés. Donc les collégiens se testent tous les jours parce qu'on veut les forcer à se vacciner, et donc vous avez le taux qui remonte. C'est une règle administrative, c'est tout. Il ne se passe rien d'autre. Et alors là, il se passe un truc fabuleux, on est en janvier 2022, et il y a le ministre de la Santé qui dit « Putain, les vaccinés, vous faites chier, j'ai plein de doses à écouler. » Non, c'est pas ça qu'il dit. Il dit « La science m'a prouvé que le vaccin est plus efficace au bout de 6 mois, et donc tous les 2 doses,
vous devez en prendre une troisième pour vous protéger. Donc dans la population, il y a tout un tas de gens qui se vaccinent 2 fois qui n'ont rien eu, mais il y en a aussi tout un tas qui ont été très malades au bout de 2 doses, et du coup qui n'ont surtout pas envie d'en avoir une troisième. Donc ça tombe bien pour eux, parce que pour eux le test est gratuit, à la condition de rester dans les 6 mois, et donc au lieu de se ruer sur le vaccin sûr et efficace, ils se ruent sur le test. Donc les 2 doses en bleu, ils se ruent tellement sur le test qu'ils sont encore plus positifs que les non vaccinés. Donc c'est ça qui se passe. Et à cette époque-là, donc là vous avez le ministre de la Santé qui fait la science nous dit que 2 doses c'est moins protecteur que 0 dose. J'en conclus qu'il faut très très vite faire une 3e dose. Voilà. Donc moi, comme beaucoup de monde, j'ai écrit au gouvernement, j'ai dit bah cher gouvernement, moi j'ai pas de dose, est-ce que je pourrais faire la 3e d'abord, s'il vous plaît? Ils n'ont pas répondu. Bon, pendant ce temps-là, vous en avez quand même plein de gens qui ont 3 doses, donc qui ont une vaccination sûre et efficace qui les protège, mais qui vont quand même se faire tester tout le temps. Donc la vaccination, ça marche, mais ça marche pas. Ça marche quand même, mais pas trop. Il faut quand même savoir si on... J'ai été essayé de me faire tester à ce moment-là pour avoir un pass, et devant moi, au bureau de test, il y avait un papy obèse masqué, qui n'est pas un super-héros moderne, hein, c'était vraiment quelqu'un comme ça. Et la seule chose qu'il dit au comptoir, c'est qu'il dit « j'ai 3 doses ». Et la dame dit « d'accord, est-ce que vous avez des symptômes ?» Il répond « non, mais je veux savoir ». Ah, et je me dis « il veut savoir quoi exactement ?» Il a ses 3 doses, il est protégé, il n'a pas de symptômes, et il veut savoir s'il a une maladie pour laquelle il n'y a pas de traitement. Donc c'est-à-dire qu'avec son test positif, il va aller voir son médecin, masqué toujours, en disant « docteur, j'ai le Covid ». Ah, et vous avez des symptômes? Non. Eh ben, ça tombe bien parce que moi j'ai pas de traitement. Ben, merci docteur, ça va beaucoup mieux. Pour finir avec cette histoire, moi je dis que l'épidémie, elle a une date de début, enfin l'escroquerie du Covid-19, elle a une date de début, une date de fin. La date de début c'est mars 2020 parce qu'on met en même temps toutes les règles administratives qui vont permettre de compter du Covid-19 partout. Les vieux qui décanent dans les EHPAD, pof, comptaient Covid-19, dans les hôpitaux tout le monde comptait Covid-19, etc. Ce qui fait des belles courbes. Bon. Et puis après le test. Mais c'est mars 2020 que ça démarre. La date de fin de l'escroquerie c'est mars 2022. Exactement. Quand arrive mars 2022, en tant que statisticien, ça fait 2 ans que je bosse sur le sujet, je sais que c'est terminé, que c'est fini, qu'on va sortir de l'escroquerie. Tout simplement parce que mars 2022, c'est la fin du pass sanitaire. Et donc, le jour même de la fin du pass sanitaire, toutes les courbes s'inversent. On a les non-vaccinés qui ne sont plus obligés de se tester, et donc bah, ils ne se testent plus. Ils deviennent les moins positifs du tas. Un peu plus positifs qu'eux, vous avez les 2 doses, pour qui le test c'est gratuit, ce qui est pas mal parce qu'au mois de février on a un petit test positif, on a 1 semaine de vacances sans jour de carence, et donc on peut ne pas aller au boulot, on fait son jardin, on dit oui ça va pas, j'ai le Covid, là je suis atteint d'une maladie mortelle, mais je plante des patates pour l'année prochaine. Et les plus positifs du cas, ce sont les 3 doses. C'est-à-dire que plus on est vacciné, plus on est positif. Pourquoi? Parce que plus on est vacciné, et moins on croit que ça marche. Ça, c'est génial. Et l'ordre est parfait, c'est-à-dire que plus on est vacciné, plus on se teste. Et ça veut juste dire que plus on est vacciné, plus on a la trouille, et c'est tout. L'ordre de ce graphique, c'est uniquement le niveau de trouille des gens. Plus on a la trouille, plus on va se vacciner, et plus on se teste, et c'est tout. Pour conclure, eh bien voilà, on a complètement perdu sens avec le réel, et si on s'est marré, c'est parce qu'on dit une immense connerie, et tout ça, ça a l'air complètement con. Et j'aime bien rappeler que quand quelque chose a l'air complètement con, le plus souvent, c'est que ça l'est.
Oui, on pourrait dire que les cons, ça dose tout et ça qu'on les reconnaît aussi. Juste, pour revenir sur le lien entre le récit et le réel, qui est fondamental dans les idéologies et dans le totalitarisme notamment, puisque on avait écrit avec Ariane Guéran, c'est cette idée qu'on avait effectivement un récit qui était purement fictif, qui ne correspondait pas au réel, effectivement, et puis on a rappelé, on ne balayait pas les morts dans notre jardin, mais pourtant on avait l'impression, effectivement, en plantant les caméras devant les morgues et devant les hôpitaux, que tout le monde tombait comme des mouches. En réalité, le transhumanisme, pour revenir au transhumanisme, donc effectivement, il faudrait étudier sérieusement ces formes de récit. Le transhumanisme, d'abord, c'est une forme de syncrétisme, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'origines, un petit peu d'idées à l'origine de ça. C'est jamais rarement porté par des philosophes, beaucoup plus par des ingénieurs, des biologistes, qui croient qu'ils sont capables de faire de l'anthropologie. C'est pour ça qu'Alexandre est hilarant, mais en fait, bon, à la fin, il nous fait un peu rire jaune, parce qu'il répond à un tas de conneries, et on a l'impression qu'il est intelligent, alors qu'en fait, c'est juste navrant. Et c'est ce qu'a très bien dit Mehdi, au début, personne n'a pris le transhumanisme au sérieux, et c'est paraissait tellement idiot aberrant. Et pourtant, ça s'est imposé. Alors, derrière le transhumanisme, il y a aussi une composante qui est celle de la cybernétique, qui paraît être un syncrétisme. Philippe a parlé du second principe, en fait, de la thermodynamique tout à l'heure, avec l'angoisse de la mort thermique. Ils sont angoissés par la mort, en fait. C'est-à-dire que... Alors, c'est assez incroyable de voir justement à quel point on s'affranchit de la réalité très tôt dans les nouveaux discours sur l'homme, avec justement ce passage que j'ai étudié et sur lequel je suis en train d'écrire, effectivement, de la thermodynamique, du second principe de la thermodynamique, vers une théorie de l'information, avec des concepts assez flous comme la négantropie, etc. Parce qu'on suppose que les lois de mélange de la thermodynamique, du second principe, effectivement, gouvernent tout l'univers, gouvernent les hommes, gouvernent les sociétés, et la cybernétique va vouloir appliquer cette théorie de l'information, en fait, et les principes en gros de la thermodynamique à tout et n'importe quoi, pour dire qu'en fait, il faut lutter contre le mélange, en gros, parce qu'une fois que les choses sont mélangées, effectivement, il n'y a plus de retour en arrière possible. Et c'est la mort, effectivement, de la vie, si j'ose dire, de l'humanité, etc. Donc tout ça pour vous dire qu'il y a des auteurs comme Schrödinger, par exemple, qui ont écrit un livre qui s'appelle What is Life, qu'est-ce que la vie, Norbert Wiener, qui a écrit sur effectivement le contrôle cybernétique, parce que la cybernétique, c'est dire étymologiquement le gouvernail, le contrôle, en fait, et c'est fait pour contrôler les hommes, hein. C'est fait en particulier par l'information. Mais pour ça, pour vous dire qu'il y a une espèce on va plaquer un discours qui est un discours de type sciences dures, sciences de l'ingénieur, sur les êtres humains, comme ça, et on va effectivement se coupler de toute forme de lien entre le discours quelque part et le réel. C'est-à-dire que, en gros, on fait une anthropologie, donc l'anthropologie c'est l'étude de l'homme, donc A-N-T-H-R-O, etc. On a fait une anthropologie E-L-T-R-O, c'est-à-dire l'entropie physique, qui devient en fait le principe permettant d'expliquer l'humanité et avec lequel on va analyser la société. Et donc il y a une division complète entre tout d'un coup un discours complètement hétérogène à l'homme qui va s'appliquer à l'homme, en fait, pour essayer... parce qu'il y a des individus qui sont des scientifiques, des biologistes, des ingénieurs qui vont se mettre à faire de l'anthropologie et de la philosophie associée, et qui en fait ne comprennent pas grand-chose. Et on va complètement, du coup, avoir un discours sur l'homme qui est coupé de l'homme lui-même, en fait, parce qu'on a voulu plaquer de manière assez artificielle comme ça des idées qui n'appartenaient pas ni à la philosophie ni à l'anthropologie, ce qui fait un truc extrêmement dangereux. Et effectivement, quand le mec, Ray Kurzweil, par exemple, vous dit non mais en 2045 on va pouvoir hacker le cerveau, etc. Parce qu'effectivement on a construit l'ordinateur comme étant le cerveau, on se dit que voilà, c'est déjà une forme humaine qui va faire ça, et du coup il y a une équivalence entre le cerveau et l'ordinateur, donc on peut télécharger, et c'est complètement artificiel si vous voulez comme discours. Et je crois, alors ce sera intéressant de remonter encore avant, c'est comment est-ce qu'on a pu, en prétendant qu'ils sont scientifiques, appliquer des discours qui n'ont plus aucun lien avec le réel. Et en fait, mon intuition épistémologique, disons, c'est que ça a commencé très tôt dans les sciences avec ce qu'on appelait les expériences de pensée. Ces expériences de pensée dont vient le monde Maxwell, dont vient la thermodynamique, etc., qui a conduit donc, à l'information, c'est cette idée qu'on peut s'affranchir du réel,
et quand même dire des choses là-dessus. Et ça a été effectivement une catégorie épistémologique qui a permis effectivement le développement de la mécanique quantique, de la mécanique relativiste, etc., pour lequel on ne pouvait pas vraiment faire d'expériences très compliquées. Donc on s'est mis à imaginer plein de trucs, et on s'est mis à penser que ce qu'on imaginait, c'était le réel lui-même. Et que donc on pouvait, comme ça, de manière scientifique, inventer des discours, et que ces discours, par principe, en fait, parce qu'on était supérieurement intelligents, eh bien, représentaient la réalité elle-même. Et le transhumanisme, en fait, dans le transhumanisme, dans les récits du transhumanisme, il y a cette dimension fondamentale que l'on parle d'expérience de pensée. C'est-à-dire que, avec ça, il fait des expériences de pensée, en fait. Il imagine qu'on va pouvoir faire une opération chirurgicale, mettre une puce dedans, supposer que le processeur dans la puce va interagir avec les neurones, qui va faire qu'on est plus intelligent. Sauf qu'en fait, c'est complètement fictionnel. Et dans le transhumanisme, ce qui est très important, à mon avis, à comprendre, c'est qu'il y a des formes de discours, effectivement, qui sont vraiment de la science-fiction. Et la science-fiction, en fait, est prise pour le réel, et c'est pour ça qu'elle s'impose, si vous voulez, parce qu'elle est effectivement exaltante, parce qu'elle nous laisse penser qu'on va aller vers l'amélioration, et qu'effectivement, l'homme va devenir son propre réalisateur, va devenir Dieu. Mais en réalité, si vous voulez, c'est complètement artificiel, et c'est vraiment lié, pour moi, à un manque de culture philosophique, à un syncrétisme, c'est-à-dire, en gros, tout le monde se met à parler de n'importe quoi, et un ingénieur chez Google peut, effectivement, supposer qu'il a compris l'évolution de l'homme, et faire en sorte qu'en 2045, on n'aura plus le cerveau. Donc dans le transhumanisme, pour moi, ce qui est très important, c'est de s'intéresser aux formes du récit et aller jusqu'à l'origine de ces formes de récit qui sont effectivement dans la science, qui fait que pour moi, aujourd'hui, le transhumanisme, c'est vraiment de la science-fiction, mais qu'on prend, hélas, pour le coup, au sérieux. Voilà. Alors, dans le transhumanisme, il y a peu de biologistes. Raymond Kurzweil prend 100 pilules par jour pour éviter le vieillissement. Évidemment, il ne se pose pas la question des interférences entre les pilules qu'il prend. Et ça a commencé comme une grosse farce d'intelligence artificielle. En 1951, il y a eu Marvin Minsky et John McCarthy, deux mathématiciens. Donc c'est important parce que Charles Darwin a défini le mathématicien de façon assez amusante. Il a dit le mathématicien est un aveugle qui recherche un chat noir dans une pièce noire qui n'existe pas. Donc ils sont partis, tout le monde rigolait, tout le monde ne les a pas pris au sérieux. Et en fin de compte, c'est l'idée qu'on peut modéliser le vivant selon les outils de la physique, de la chimie, de la physico-chimie et surtout de l'informatique. Alors c'est pas possible, on voit bien, ça marche pas. Donc, on a quelques vedettes comme Kevin Warwick qui s'est fait implanter une puce RFID. Alors, quand on lui demande quel est l'avantage, il dit « Je peux ouvrir mon ordinateur tout seul et mon garage. » Chouette. Voilà, ouais. Alors, il nous a promis qu'on aurait la télépathie, la transmission par la pensée, on n'a toujours rien eu. Alors, ce qui est important, et lors de la campagne électorale de Nicolas Sarkozy, Lionel Soli, qui était son conseiller en communication, a dit une phrase clé: le plus important, c'est pas la réalité, c'est le rapport au réel. Et on voit bien que dans cette crise, avant, quand on était un médecin, la maladie, c'était les symptômes, non, c'est le test. Donc on est dans un reflet du reflet. Et quand on regarde le monde dans lequel ils veulent nous faire rentrer, c'est un monde qui ressemble au peuple traditionnel. On a un monde virtuel, invisible, avec des dieux bienveillants, des dieux malveillants. Et en fin de compte, quand on entend Laurent Alexandre, on veut revenir à la mythologie grecque. Il y aura les immortels, les dieux, puis il y aura les demi-mortels, c'est-à-dire les serviteurs des dieux, et puis il y aura les simples mortels, c'est-à-dire nous. Et il est évident que pour des raisons d'équitabilité, on aura une durée de vie limitée, parce qu'effectivement, il faut faire ça. Et c'est la même chose pour regarder le réchauffement climatique. Au tout début de ma carrière, j'avais fait une modélisation pour une ville qui s'appelle Cergy-Pontoise, je ne citerai pas le nom du ministre, et puis je commence mon exposé, puis au bout d'un moment, il m'arrête, il me dit « Jeune homme, je vous arrête, on va pas aller plus loin, parce que c'est pas exploitable politiquement, vous avez plusieurs paramètres. Donc, quand vous avez un seul paramètre, c'est vendable politiquement. Donc, Marguerite Duras disait que le fascisme, c'est réductionnisme, c'est s'éloigner du réel. Alors, Jean Cocteau, à qui un journaliste posait la question pourquoi il y avait autant de mythes grecs dans son théâtre, il a entendu « Je préfère les mythes à l'histoire. L'histoire, ce sont des choses vraies qui s'avèrent fausses avec le temps.
le mythe est une histoire fausse qui s'avère vraie avec le temps. Donc je pense que ce récit va s'écrouler lui-même. On voit bien le côté ridicule, et moi, quand je regarde l'actualité, je pense au théâtre de l'absurde, Ionesco, Beckett, Arthur Adamov, tous ces gens-là qui nous dépeignent un monde absurde, mais c'est le monde dans lequel on veut nous faire rentrer. Et c'est presque une stratégie, il n'y a plus de repères, vous voyez, c'est la confusion-fusion. Le réel, à la limite, qu'est-ce que c'est? C'est le rapport à chacun. D'ailleurs, on voit bien, on arrive à ça, qu'est-ce que c'est qu'un homme et une femme? C'est pas une biologie, c'est un ressenti. Vous voyez, on quitte la réalité pour entrer dans un monde virtuel et fictionnel. Et c'est ça, entre guillemets, ce que la crise a essayé de nous faire rentrer dans la tête, c'est abandonner le réel. Or, c'est le retour en force du réel qui est le plus important. Et effectivement, il y a une peur atroce de la mort, puisqu'on voit bien que Laurent Alexandre, face à Jacques Attali, il discutait sur nous sommes mortels, et à un moment donné, sur le plateau, il dit c'est grave, la table est immortelle, parce qu'elle n'a pas d'âme, à la limite, il faut qu'on n'ait pas d'âme pour être immortel. Et leur obsession, c'est d'être immortel. Comme a dit Woody Allen, l'éternité c'est long, surtout à la fin. Merci, on est dans un dialogue nord-coréen parce qu'on est tous d'accord. Intéressant. J'ai essayé d'être en plus-value et j'ai entendu parler d'immenses conneries, de distance entre le réel et le récit, de cybernétique, finalement que derrière tout ça il y aurait une idée de gouverner et prédire et contrôler. Et puis je peux essayer de rajouter quelque chose. En médecine aujourd'hui, les plus grandes chaires qui s'ouvrent, le plus grand nombre de chaires qui sont ouvertes sont des chaires de simulation. Ah bon? C'est quoi la simulation? Les chaires universitaires, j'entends. La simulation, c'est quoi? C'est le serious game. Nous avons simulé un arrêt cardiaque sur mannequin. Nous avons simulé une détresse respiratoire. Nous allons mettre en place un petit théâtre, un psychodrame, diraient les Italiens. Une constellation familiale, diraient les psychologues, ou un théâtre dans lequel on va reconstituer un arrêt cardiaque. Et on va faire ressentir au protagoniste, l'infirmier, le médecin, etc., le chirurgien, les émotions qu'il devrait ressentir. On va enregistrer leurs faits et gestes, on va timer leurs réactions, on va enregistrer les injections de médicaments qu'ils feraient ou ne feraient pas. Et ensuite, on va débriefer. On va débriefer cette simulation. On a un ancien pilote de ligne ici là, qui connaît bien ce phénomène. Et ensuite, on va corriger. On va corriger les erreurs. Et on va mettre en place un protocole. Un protocole qui sera gravé au fer rouge. Parce que le fait de vous faire ressentir une émotion, de vous mettre dans la terreur d'avoir un arrêt cardiaque sur table au bloc opératoire, ouvre votre cerveau au pied de biche. Et ensuite, on peut y mettre ce qu'on veut, le graver au fer rouge. Et alors c'est étonnant, il y a un très bel institut de simulation en partenariat avec l'université Paris-Saclay ou je ne sais pas quoi, qui est le principal sur le terrain. Et si vous allez sur son site internet, vous verrez ses financeurs. Ah, l'armée. Tiens, bizarre. Amazon, Google, Facebook. Tiens, bizarre, qu'est-ce que ça vient faire dans une chaire universitaire? Ça parle de santé? Ça parle de bien commun, de santé publique? Ou ça parle d'autre chose? Ça vous parle complètement d'autre chose. Ça vous parle de contrôle. De contrôle parce que finalement, le transhumanisme est une naturalisation de l'esclavage. Il consiste simplement à étendre le statut de l'esclave. Philippe vient d'en parler avec ce retour finalement à un état de l'ère de la Grèce antique. Et c'est lié à une faille probablement chez l'humain. Cette faille, c'est qu'il passe son temps à confondre le réel et sa réalité. Et je voudrais ajouter là une nuance. On a parlé indifféremment jusqu'ici de réel et de réalité. Mais peut-être qu'il y a une différence. La réalité serait notre interprétation du réel. Le réel est là, transcendant. Nous n'y avons pas accès réellement, il est là et tout le temps. Il y a des élections, des photons qui traversent la pièce. Ok, mais moi je suis borné à là, jusqu'à là, par mes 5 sens, et je ne perçois de ce monde
qu'une infime partie, probablement, ou en tout cas n'accède à ma conscience qu'une infime partie. Mon corps lui-même perçoit sûrement des choses que je ne sais pas mettre en mots. Et elles ne vont pas exister dans le petit théâtre que je reconstitue en permanence. Or, nous habitons une réalité. La tienne est différente de la mienne, qui est différente de la tienne, et elles ont des points de porosité, elles se rencontrent parfois, elles peuvent s'ouvrir l'une à l'autre, ou pas, ou au contraire, constituer des frontières infranchissables, comme si vous discutez des vaccins avec votre beau-frère. La frontière est infranchissable, désormais. Et au fond, depuis l'enfance, tous les autres humains autour de nous sont des professeurs de réalité. Ils vont nous enseigner que ça, si je le lâche, ça tombe. Pardon. Pas sûr, en physique quantique. Mais dans la réalité partagée par l'apprentissage et la répétition, finalement, si, c'est un donné sur lequel nous sommes tous d'accord. Nous partageons cette réalité de la gravitation. Et au fond, l'ensemble de notre existence va être passé à essayer de structurer des répétitions, des refrains, des rengaines, des fredènes qui reviennent, qui nous permettent d'habiter ce monde. D'ailleurs, vous connaissez plus le refrain que le couplet en général. Danser encore, puis le couplet, je ne sais plus, mais danser encore, ok, ça c'est bon. On passe son temps à entonner des refrains. La science est un refrain, c'est une répétition. C'est même dans la méthodologie, dans l'épistémologie, on dit c'est parce que je répète une expérience, que je constate son résultat plusieurs fois, que je valide que cette théorie est juste. Jusqu'ici, je sais qu'elle est fausse, qu'elle sera remise en cause, qu'elle n'est pas le réel, qu'elle est un récit apposé sur le réel pour me permettre de l'habiter avec un peu moins de peur. Parce que Philippe a dit le mot, le fond de tout ça. C'est le tremendum, l'effroi initial de devoir habiter ce monde incompréhensible. L'effroi initial du bébé qui vient au monde, sortant de sa matrice confortable, où le cœur de sa mère et le sien battaient au même rythme, il était nourri par perfusion, il avait la douce chaleur des 37 degrés dans une lumière rose tamisée, et où tout allait bien, il était égorgé d'amour en permanence et n'avait à se préoccuper de rien. Si je prends cet état-là et celui qui est proposé dans le métaverse, avec mes lunettes de réalité virtuelle, un Uber Eats qui passe son temps à me livrer des trucs, c'est à peu près le même. Je ne veux pas être accouché et habiter ce réel avec toute sa complexité qui vient en permanence briser les frontières de ma réalité, briser les frontières des répétitions collectives que j'ai constatées jusqu'ici. Donc il y a cette faille initiale qui va être là tout le temps. C'est que notre façon d'habiter le monde est déjà un récit. C'est Ricoeur qui en parle, d'une certaine manière. Il y en a plein d'autres qui en parlent. Nous passons notre temps à nous raconter des histoires. Nous sommes des êtres de blabla. Et il y a des gens qui ont compris que ça, c'était une faille. C'est que si je blablate à l'envie, et que je répète, et je répète, et je répète, et je répète, et je crée des refrains, et j'ouvre votre cerveau à coups de peur, à coups d'émotion, j'ouvre votre corps à coups d'émotion, là, je peux y mettre le récit que je veux. Il y a quelqu'un qui s'appelle Antonio Damasio, et Antonio Damasio, c'est pas Alain Damasio, voilà. Je vous parle souvent d'Alain Damasio aussi, qui est un auteur de science-fiction, qui a écrit des récits qui sont extrêmement importants dans ce qu'on est en train de vivre, hein, notamment la Horde du contrevent ou la zone du dehors, ou les furtifs, que je vous invite à lire. Mais Antonio Damasio, c'est quelqu'un qui est plutôt neurobiologiste et qui s'intéresse au fond comment naissent les idées, la pensée, etc. Et pour lui, elles ne naissent que parce qu'elles passent à travers un corps, à travers de la matérialité. Les émotions n'existent pas sans corps. Et donc, il fait un lien complet entre le spirituel et la matérialité. Et je voudrais finir mon intervention là-dessus. C'est qu'on a tendance à considérer que le transhumanisme est un matérialisme. Je crois au contraire qu'il est un spiritualisme forcené et délirant, qui n'est pas du tout matériel. Là-dedans, la technique n'est qu'un outil de contrôle. Au fond, c'est une question spirituelle qui est posée par le transhumanisme, et elle est une grimace religieuse. Il ne propose que des refrains, que des rituels, il faut se laver les mains, vous savez, voilà, que des tocs, des troubles obsessionnels compulsifs. Les tocs, ils sont là pour me rassurer, mais ça ne marche pas. Je passe mon temps à continuer d'avoir peur. J'ai beau me laver 17 fois les mains, quand même Mehdi a touché ça, il a les mains sales. Je passe mon temps à avoir peur. Le toc ne marche pas, non, c'est pour rire. Je passe mon temps à avoir peur.
Et donc, au fond, le transhumanisme est une sorte de toc pour essayer de répondre à la peur existentielle d'habiter le réel. Parce que la réalité est devenue trop instable. Parce que toutes les institutions sont en train de tomber. Et c'est quelque chose où je voudrais fournir un pharmacone au passage, un remède. C'est que bâtir ensemble des refrains, des rituels, des rengaines, des figures d'attachement stables, qui nous permettent de redire ensemble, c'est ça notre réalité. Ça n'est pas la réelle, bien sûr, mais celle-là est un commun. Elle n'est pas un outil d'asservissement. Cette réalité qu'on a bâtie ensemble par ces refrains, ces rituels, c'est un artefact, c'est une construction. Mais n'empêche, elle est mise en commun et elle peut sans cesse évoluer. Alors que les transhumanistes bâtissent une réalité qui n'est pas commune, qui est imposée de l'extérieur et dans laquelle on cherche à nous faire venir de force. Vous allez habiter cette réalité-là. Elle n'est pas la réelle, vous le savez très bien. Et qui contrôle cette réalité? C'est qui? C'est qui? Le Deus ex machina. Il y a toujours un Dieu derrière la machine. C'est le propriétaire de la machine, celui qui vous l'impose et dont vous n'êtes qu'un esclave. Donc je boucle sur cette idée de l'esclavage. Le transhumanisme est une naturalisation de l'esclavagisme portée par quelques puissants, et au fond, ce n'est qu'un outil marketing pour faire de nos esclaves. Merci. Alors je souscris vraiment à tout ce que vient de dire Louis sur le fait que transhumanisme, ça soit un spiritualisme, au très mauvais sens du mot, une superstition. Je souscris aussi complètement à l'idée qu'il empêche un monde en commun. Et ça me fait penser à une vidéo que j'avais faite dans une manif après le discours Vichy 2.0 du 12 juillet 2021. Une vidéo avec les Gilets jaunes donc constituant une manif et qui en quelques jours, à mon grand étonnement, avait fait des millions et des millions de vues. Puis j'ai compris, c'est qu'en fait les gens étaient contents de voir un télo avec eux. Ah oui, très bien. Pas sur un plateau télé et pas sur une chaire à l'université. C'est justement avec ma gueule à Gainsbourg, à ce que je disais. Voilà. Je suis là parce que je suis ni universitaire, ni intellectuel, médiatique. Alors tu as parlé de la Corée du Nord, donc justement pour pas être... Cela dit, je trouve que c'est un peu méchant pour Kim Jong-un de comparer la Corée du Nord actuelle à la France macroniste et covidocratique. Justement, c'est pour ça que j'ai dit cette histoire. Ce que j'avais dit dans cette vidéo, c'était en fait ce qui se passe en ce moment, c'est le cerveau collectif. Et c'est les Gilets jaunes qui ont inventé cette expression contre l'intelligence artificielle. C'est cette guerre-là à laquelle on est en train d'assister. Et en assistant, par exemple, au sketch de Pierre, qui était digne, effectivement. Enfin, moi, j'ai surtout pensé au Monty Python, le ministère des démarches à la con. Je ne sais pas si vous connaissez ce sketch. Voilà, c'était très vivement. Et j'ai trouvé ça génial. Donc, j'ai envie de prononcer le mot génie. Pourquoi je prononce le mot génie? Parce que je pense très fort au surréaliste, qui était toujours un peu bravache, et qui parlait de la communauté des génies. Et c'est ce que vient de dire Louis. Ça veut dire que ce n'est pas le génie au sens 19e, subjectiviste, romantique. Même si ça a donné quand même Beethoven, Goethe, etc. C'était l'idéologie de l'époque. Là, c'est pas du tout du subjectivisme. Si on était chacun tout seul dans notre coin, aucun de nous n'aurait ces idées géniales. C'est parce que ça circule entre nous tous, pas juste entre les personnes qui sont sur l'estrade, mais on le doit à nous. C'est ce que disait Spinoza, seuls les hommes libres sont très reconnaissants les uns envers les autres. Donc pour sortir un peu de la Corée du Nord, je vais revenir sur la question de la sexualité, parce que vous allez voir que tout se tient. La question que je me pose très fort en ce moment, est-ce que le transhumanisme n'est pas l'effondrement définitif du complexe supériorité occidentale? Je suis persuadé que c'est ça qui est en train, en réalité, de se passer. C'est pour ça que, comme Philippe, je suis un passionné d'anthropologie. Pour moi, l'anthropologie est presque un monde au-delà de la philosophie, parce qu'elle nous fait découvrir des mondes autres que nos hégémonies à nous. En ce moment, l'hégémonie américaine, l'hégémonie transhumaniste, il y a l'hégémonie chinoise aussi, c'est-à-dire que quand on lit l'anthropologie,
on s'aperçoit qu'il suffit de 200 personnes pour construire un monde. Et donc, pour ne pas faire la Corée du Nord et faire un truc un peu contre-atlantique, j'ai envie de revenir sur cette question de sexualisation. Et là, je pense à un voyage que j'ai fait il y a longtemps, 15-16 ans, en Israël-Palestine. Là, j'étais à Ramallah avec des Palestiniens. Alors, pas du tout des fédéraïdes, des terroristes, hein, c'était des restaurateurs, des bourgeois, avec des physiques de restaurateurs. Et sur la question du sexe, donc, ils remplissaient, vous connaissez, ces fiches qu'on a dans les avions. Alors, ils parlaient anglais, donc nom, name, date de naissance, lieu de naissance, métier, sexe. Et lui, il a répondu excellente. Et je vous raconte ça pour revenir au genrisme, parce que tout ça se tient sur cette hégémonie occidentale en train de s'effondrer. De quoi s'agit-il? Quand j'ai lu ça il y a 20 ans, en lisant Judith Butler avec consort, j'ai trouvé ça effectivement totalement con. Bon, étymologiquement con. C'est quand même de ça qu'il s'agit. Et je me suis dit, ça y est, c'est toujours le même complexe de supériorité occidentale, c'est-à-dire ce que nous étions Judith Butler et les autres, ce qu'ils sont en train d'expliquer, c'est que 99% de l'humanité, c'est des imbéciles. Pourquoi? Parce qu'ils croient à l'homme et ils croient à la femme. Dans une tribu, en Arabie Saoudite, en Afrique, en Amérique du Sud, ça, ils croient à l'existence de l'homme et de la femme. Et donc cet Occident leur dit, vous êtes vraiment des crétins. Donc ils sont d'abord dans le discours de la repentance, c'est-à-dire autoflagellez-vous vous-même sur la colonisation, sur la sexuation, sur le patriarcat, etc. Et en fait, ils continuent à faire la même chose, à faire la leçon au monde entier. Et là, je pense à Philippe le psychanalyste, à Lacan. Tu te souviens dans Télévision, quand il dit « Mais d'où vous tirez cette assurance de prophétiser il y a 50 ans, le retour du racisme ?» Il dit « Ben oui, parce que nous, on impose notre jouissance aux autres, ce qui suppose de le considérer comme un sous-développé. » Et c'est ce qu'on continue à faire, mais je crains que ça soit la toute dernière de l'histoire, et que là, l'Occident va le recevoir, et en train de... Le masochisme se retourne sur lui-même, contre lui-même, si j'ose dire, c'est-à-dire une grosse leçon d'humilité. Voilà. Oui, si je dois résumer en fait l'ensemble des interventions, tout ce qui a été dit, en quelques mots, hein, de façon très brève, on voit une dimension à la fois spirituelle, profondément spirituelle, et puis se pose également la question de la manipulation de la perception, comme l'a évoqué en fait Pierre, et puis également Louis, la question de la cohérence, la question aussi d'un projet sociétal qui est plutôt voulu par, on va dire, voilà, des personnes haut placées, à qui forcément tous les intérêts financiers liés à ces questions profiteraient. Mais au-delà de ça, la question autour des enfants, autour de leur éducation, autour de leur instruction, autour également de leurs apprentissages, autour de qu'est-ce que c'est qu'être un être humain, autour de leur développement. Tout ça en fait est profondément lié. Les projets aujourd'hui dans les écoles, et on le voit notamment avec toutes les dérives autour du transgenre, autour de l'éducation sexuelle, posent de nombreuses questions à beaucoup de parents. Autant les parents ont accepté toute la connerie, et le terme est profondément juste, toute la connerie du Covid, en masquant leurs enfants, pour beaucoup en se culpabilisant, puisqu'on a en tout cas reçu beaucoup de témoignages autour de ça, en acceptant la connerie de leur injecter un produit expérimental dans les veines dès l'âge de 5 ans, et en créant des drames humains, aujourd'hui qui sont eux perceptibles, qui font bien partie de la réalité, en tout cas de notre perception de la réalité. Je ne suis pas sûre, en tout cas par rapport à ce qu'on entend,
que ces dérives autour de l'éducation sexuelle passeraient plus facilement. Quand on voit notamment les oppositions autour des cours de lecture donnés par des drag queens au Canada, en Suisse ou en Belgique, et qui vont arriver en France. Et non, oui, pardon, peut-être dans certaines écoles, en tout cas ça reste quand même une minorité, hein, c'est quand même pas partout, mais ça va en tout cas se démocratiser, en tout cas il va y en avoir beaucoup plus. Des drag queens qui appartiennent aux sociétés du spectacle, hein, sans vouloir être homophobe ou quoi que ce soit, ce n'est pas leur place. La place, un enfant doit se développer avec des repères et aussi avec des schémas de qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est moins bien, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon. Lui poser des limites. Et aujourd'hui, cette école, cette éducation que prône le ministre Papendiaï n'a plus aucune limite. C'est-à-dire qu'on peut parfaitement, on dit à des petits garçons, vas-y, viens en robe, viens en jupe, tu peux te sentir ce que tu veux, tu peux être ce que tu veux, de toute façon tu n'es plus rien, tu n'es même plus un garçon, tu es juste une chose. On chosifie les enfants, et la vraie question c'est juste, est-ce que les parents aujourd'hui vont-ils se lever de façon unanime pour lutter contre ces dérives? Moi j'ai l'espoir de dire que oui, concernant ces questions, puisqu'elles sont graves. La sexualité, la sexualisation des enfants, parce que c'est la sexualisation dont il est question. On a passé un cap. Et ce cap, il est digne en fait de ce qu'on lit dans certains, vous savez, Sodome et Gomorrhe, etc., tous les récits autour de même babylonien, etc. Et on en est là en fait. Alors oui, se pose la question spirituelle, la question aussi de la foi dans le divin, de la foi dans le vivant, puisque accepter d'être humain, c'est aussi se dire qu'on est tellement complexe, qu'on est tellement différent et unique, qu'on ne peut pas être résumé juste par une simple équation mathématique. Et on ne peut pas résumer nos enfants et notre avenir et nos générations futures à de simples petits paramètres. Voilà. Je voudrais juste rajouter en quelques secondes un dernier petit point qui résume ce qu'on a vécu et la manière dont elle s'impose. On a beaucoup parlé de scientisme et de dévoiement de la science, de la croyance, pour dire qu'on allait forcément vers le progrès. Mais il y a un deuxième aspect qui a été mis en place, qui est un aspect moral, c'est-à-dire qu'on a asséné que tout ce qui était fait, que ce soit pour le Covid ou le transhumanisme, c'était au nom du bien. Dans cette histoire de crise Covid, on a vu, c'est une des raisons, je pense, pour laquelle il y a certains partis politiques, notamment à gauche, qui ont intérêt à un fonctionnement parce que c'était pour une idée du bien. Et je revois très bien quelqu'un comme Mélenchon, par exemple, expliquer que pour sauver les plus pauvres d'entre nous, il fallait les enfermer chez eux. C'est-à-dire que lui, dans son grand loft parisien, il imaginait que ça va être agréable, et on voit très bien un couple avec 4 enfants dans un 2 pièces, être enfermé pendant 8 semaines dans un endroit insalubre et se dire que c'était super. Mais ça, c'était au nom du bien. La même chose, il y a, comment il s'appelle, Adrien Caténin, c'est, comment elle s'appelle, de la LFI, j'oublie le nom. Mathilde Panot. Mathilde Panot, qui sont allés en Guadeloupe, je crois, pour dire que la Guadeloupe était finalement extrêmement peu vaccinée, et donc il fallait être pédagogue. Donc ça, c'est vraiment, c'est un temps Congo, quoi. On a le grand messier blanc très malin, lui apporter bonne médecine, et eux pas comprendre. C'est vraiment ce qui a été écrit Si je reviens avec mon cadre supérieur qui est atteint de sécheresse asymptomatique, il n'y a pas longtemps, il y a eu un match de foot où on a tenté d'imposer à des joueurs de porter le drapeau LGBT. Et il y a un certain nombre de joueurs, africains, nord-africains, qui ont refusé, qui n'ont pas joué. Et donc il était lui extrêmement vindicatif en disant mais c'est pas normal, et je lui ai dit mais il y a tout un tas de pays dans le monde, notamment en Afrique, où l'homosexualité est interdite.
Et donc imposer, nous, à des joueurs africains qui ont leur famille dans ces pays-là, c'est les exposer à des répressions vers leur famille. Et donc à les mettre en difficulté. Nous ne devons pas imposer ça. Et il me regarde avec des yeux exacerbés, alors qu'il est de gauche et très doux, me disant « Mais c'est des cons, il faut empêcher ça, tant pis ». Et donc là, je me suis dit que la modernité actuelle, le progrès, ça allait finalement de pouvoir pendre des Africains noirs à des arbres, mais tout ça au nom de la tolérance. Je pense qu'on progresse. Nous allons faire une petite pause. Avant de cela, je voudrais qu'on les applaudisse tous, et particulièrement Pierre Chaillot qui va nous quitter. Donc il va rester le temps des dédicaces, hein, on va donner une petite heure, 3/4 d'heure, voilà, le temps que vous puissiez aller voir les uns les autres en fonction de là. On va les laisser respirer aussi un petit peu. Évidemment, soyons humains, d'abord et avant tout. Voilà, je crois qu'on peut les applaudir très.